Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu salam ala ashraf al-mursalin. Donc nous arrivons au deuxième chapitre, donc toujours l'éthique et déontologie. Donc maintenant le char de l'éthique euh, et de la déontologie et des ministères d'enseignement supérieur et de recherche scientifique. En moins de 50 années après l'indépendance de notre pays, l'université algérienne a connu une très forte croissance de l'ensemble de ses principaux indicateurs. Donc, comme le montre le nombre d'établissements universitaires et leur répartition géographique, les effectifs étudiants et de diplômés. Donc, la diversification des filières de formation et l'activité de recherche scientifique. Il est indispensable d'adopter un cadre, donc charte d'éthique et de déontologie, afin de permettre le bon fonctionnement de l'université et pour toutes les autres sociétés, pas seulement l'université. Le principe fondamental de la charte d'éthique est donc l'intégrité et l'honnêteté, la liberté académique, et la responsabilité et la compétence, le respect mutuel, l'exigence de vérité scientifique et l'équité. Dans ce char, on trouve aussi les droits et les obligations. Euh, pour le, de- pour l'université, donc les droits et l'obligation de l'étudiant. Donc, on peut trouver plusieurs droits sont, euh, sont enregistrés dans cette charte. Vous pouvez euh, le liser dans l'Internet ou bien dans ce document dans la plateforme Moodle. Donc, je peux citer quelques-uns. Donc, un enseignement et une formation à la recherche de qualité. Donc, chaque étudiant euh, a le droit d'un enseignement et une formation à la recherche de qualité. Un encadrement de qualité et la liberté d'expression et d'opinion euh, dans le respect des règles, bien sûr. Une évaluation juste, équitable et étape. Le programme des cours doit être remis dès le début de l'année. Les supports de cours, la remise de notes, accompagné du corrigé du barème de l'épreuve, donc avec consultation des copies, etc. L'étudiant a le droit de présenter un recours. Et la grève, l'étudiant ne doit subir aucune discrimination, soit liée au genre, soit liée à la religion, etc., etc. Donc, plusieurs droits. Maintenant, les devoirs de l'étudiant. Il y a le droit, mais il y a aussi les devoirs pour euh, l'équilibre de l'enseignement, l'équilibre des études dans cette entreprise, ou dans cette, comment dirais-je, dans cette société, qui est l'université. Donc, les devoirs, parmi eux, on peut citer quelques-uns. Donc, l'étudiant doit respecter le règlement, la réglementation en vigueur. L'étudiant doit respecter la dignité. Et l'étudiant doit respecter les droits des membres de la communauté universitaire à la libre expression. Donc, l'étudiant doit préserver les locaux et les matériels mis à sa disposition, de respecter les règles de sécurité et d'hygiène dans tout l'établissement, etc., etc. Donc, il y a aussi les droits et les obligations de l'enseignant-chercheur dans cette charte. Donc, les droits, donc l'établissement d'enseignement supérieur doit garantir l'accès à la profession d'enseignant-chercheur sur la seule base des qualifications universitaires et de l'expérience requise. Ils doivent prendre toutes les dispositions à même de garantir à l'enseignement-chercheur le droit d'enseigner à l'abri de toute euh, ingérence dès lors qu'il respecte les principes de l'éthique et de la déontologie. L'évaluation à l'appréciation du travail, toutes les questions concernant la définition euh, et l'administration des programmes d'enseignement, de recherche, d'activités et prix universitaires, ainsi que l'allocation de ressources doivent, dans le cadre de réglementation en vigueur, donc plusieurs droits.
Les obligations de l'enseignant-chercheur. L'enseignant-chercheur doit être une référence en termes de compétences, de moralité, d'intégrité et de tolérance. Il doit donner une image digne de l'université. En cas de faute professionnelle de l'enseignant-chercheur et de comparaison devant les instances disciplinaires habilitées, celles-ci peuvent, selon le degré de gravité de la faute et dans le respect des procédures disciplinaires, s'efforcer de se conformer à des normes aussi élevées que possible dans son activité personnelle, pour contribuer à la dynamisation de la fonction d'évaluation des activités pédagogiques et scientifiques à tous les niveaux, consacrer le principe de transparence et celui du droit de recours, ne pas abuser des devoirs qui lui confèrent sa profession, gérer honnêtement tous les fonds qui lui sont confiés dans le cadre de l'université d'activité de recherche et de toute autre activité, préserver sa liberté d'action en tant qu'universitaire. L'enseignant-chercheur est ainsi tenu de dispenser un enseignement aussi efficace que le permettant les moyens mis à sa disposition par les établissements d'enseignement supérieur dans un esprit de justice et d'équité vis-à-vis de tous les étudiants sans distinction aucune, encourageant le libre échange des idées et en se tenant à leur disposition pour les accompagner. Fonder ses travaux de recherche sur une quête sincère du savoir avec tout le respect dit au principe de la preuve et de l'impartialité des raisonnements. Donc maintenant, les droits et les obligations du personnel administratif, il y a aussi plusieurs qui se trouvent toujours dans l'Internet ou bien dans le document euh, qui est dans la plateforme modèle. Donc, les droits personnels administratifs et techniques, le personnel administratif et technique doit être traité avec respect, considération et équité au même titre que l'ensemble des acteurs de l'enseignement supérieur. Donc, il n'y a pas de différence entre un administrateur et un enseignant, par exemple. Le personnel administratif et technique bénéficie de conditions adéquates qui lui permettent d'accomplir au mieux sa mission. Et à ce titre, il bénéficie des dispositifs de formation continue et d'amélioration constante de ses qualifications. Les obligations du personnel administratif et technique. Donc, donc la mission personnelle administrative et technique est de réunir les conditions optimales permettant à l'enseignant-chercheur de s'acquitter au mieux de sa fonction d'enseignement et de recherche et à l'étudiant de réussir son parcours universitaire. Cette mission de servir public assurée à travers leur personnel administratif et technique par les établissements d'enseignement supérieur doit être accomplie dans le respect des valeurs fondamentales de la fonction publique, de compétence, d'impartialité, d'intégrité, de respect de confidentialité, de transparence et de loyauté. Ces normes de comportement représentent des principes majeurs que chaque membre du personnel administratif et technique doit veiller à respecter et à promouvoir notamment la compétence, l'impartialité, l'intégrité, et le respect, la confidentialité, la transparence et la performance. Confidentialité, protection et utilisation correcte des biens de l'entreprise, donc l'éthique et déontologie dans le monde du travail. Maintenant, on est dehors de l'université. Donc, tous les collaborateurs sont responsables pour l'utilisation correcte des biens de l'entreprise, aussi bien ces informations confidentielles, ces enseignements exclusifs, qui les transformations dédiées que l'entreprise a convaincu de protéger. De convenir de protéger. Biens et installations de l'entreprise. Il est de la responsabilité de chaque collaborateur de préserver les biens de l'entreprise et de s'assurer d'une utilisation rationnelle de ceux-ci
Le vol, la négligence et le gaspillage ont un impact direct sur la rentabilité de l'entreprise. Tous les biens de l'entreprise doivent être utilisés dans le cadre d'activités commerciales légitimes. Information confidentielle, donc les propriétés intellectuelles, fidélité de l'entreprise, responsabilité au sein de l'entreprise, les obligations. Donc les obligations de loyauté est une obligation inhérente au contrat de travail, imposant aux salariés de ne pas commettre des agissements pénalement sanctionnables. Elle s'accompagne d'une obligation de fidélité et de non-concurrence envers l'employeur. Elle s'impose à tout salarié, même en l'absence d'écrit, après la cessation du contrat. Les obligations de discrétion s'imposent sur les salariés sans avoir à être spécifié dans le contrat de travail. Ainsi, le salarié est tenu à cette obligation accompagnée d'une obligation de secret professionnel vis-à-vis des tiers. Donc, pour toutes les informations confidentielles dont il pourrait avoir connaissance dans le cadre de ces fonctions, les cadres ont une obligation de discrétion plus importante que les autres salariés dans la mesure où ils possèdent des informations confidentielles de la vie de l'entreprise. En contrepartie des informations reçues en vue de protéger l'entreprise contre les dangers et la concurrence, les représentants du personnel et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion vis-à-vis de certaines informations. Les informations réputées confidentielles par la loi et les informations confidentielles par nature et présentées comme telles par l'employeur. Les obligations de réserver interdit aux salariés de critiquer ouvertement les décisions de son employeur. Les secrets professionnels est une interdiction pour le salarié de divulguer des informations confidentielles. Donc, secret de fabrication lié à son activité personnelle, professionnelle. Il ne doit pas divulguer le secret professionnel au tiers même lorsqu'il cesse d'être employé par l'entreprise qui détient ces informations, mais il peut utiliser les connaissances professionnelles qu'il a acquises dans l'entreprise dans le cas de révélation sur les secrets de fabrication non brevetés. Ces révélations sont assorties de sanctions pénales. Le secret de fabrication, bien sûr, le conflit d'intérêts. Les types de conflits d'intérêts, donc il y a le contrat avec soi-même et les conflits de mission. L'intérêt familial et les cadres. Pour les intérêts familiaux, lorsqu'on conjoint un enfant ou tout autre proche et employé dans une société justement contrôlée par un membre de la famille. C'est pour cela qu'il faut souvent spécifier sur le dossier de candidature si l'on a de la famille dans l'entreprise. Si oui, le parent évitera de participer à la prise de décision d'embauche. Les cadeaux des dons ou cadeaux des amis avec lesquels on est en affaires professionnellement. Par exemple, un fournisseur qui inviterait les employés de son entreprise cliente en séjour de vacances. D'autres actes qui sont parfois classés comme des conflits d'intérêts peuvent être classés différemment. Échanger directement une faveur contre de l'argent relève de la corruption. L'utilisation à titre personnel des biens d'une entreprise peut être considérée comme un vol ou un détournement ou un abus de biens sociaux. L'intégrité, la définition de la corruption. Donc la corruption, misusage du pouvoir, de l'autorité ou de fonction publique en vue de l'obtention d'avantages privés, d'extorsion, de trafic, d'influence, de népotisme, de fraude, de paiement, de facilitation ou de tournement de fonds, bien que souvent considéré comme le fait
d'instances et de fonctions gouvernementaux. La corruption est également répandue dans le secteur privé. Les fautes causées par une mauvaise interprétation ou une incompétence ne révèlent pas de la corruption à moins qu'elle ne soit motivée par un gain personnel. Les formes de la corruption, donc corruption d'agents publics, nationaux et étrangers, corruption dans le secteur privé, trafic d'influence, extorsion, etc., etc. Conséquence de la corruption est particulièrement coûteuse. Dans le monde en développement, elle se chiffre en milliards de dollars par an, détourne des ressources rares et réduit les possibilités de développement du pays. Dans les pays où elle est endémique, ses conséquences pèsent de manière disproportionnée et cruelle sur les pauvres. Défavorisés par rapport à les pauvres, défavorisés par rapport à ceux qui ont les moyens de donner un pourboire et qui sont disposés à la faire. La corruption resserre le carcan de la pauvreté sur les pays et qui en souffrent déjà et qui ont besoin de toutes les ressources disponibles pour financer leurs programmes sociaux et économiques. Elle mine également les efforts visant à la réalisation des objectifs millénaires pour le développement et constitue l'un des grands obstacles qui s'opposent aux prestations efficaces de services publics. Donc c'est le frein de la croissance économique et décourage l'investissement étranger direct. C'est ça la corruption. Donc détourne les recettes de l'État et réduit les dépenses sociales, diminue l'efficacité des règlements officiels, favorise l'impunité du coupable et de réduire l'intégrité du pouvoir public, porte atteinte aux droits de l'homme. Mode de lutte et sanctions contre la corruption. Donc, le degré de corruption est très variable selon les sociétés. Elle peut être rare, généralisée ou même systémique. Rare, elle peut être assez facile à détecter, sanctionner et isoler. Systémique, elle devient plus difficile à déceler et de punir. Et les incitations à s'y livrer davantage se multiplient. Le coût des actes de corruption initialement croissant devient ensuite décroissant, ce qui peut donner lieu à des équilibres différents selon que la société est relativement épargnée par la corruption ou qu'elle y est endémique. Le passage du deuxième état au premier risque d'être plus difficile que la répression de ces abus lorsqu'ils sont répandus, soit être encore systématique lorsque ce dernier stade est atteint. Les institutions, les règles et les normes de comportement se sont déjà adaptées à un mode de fonctionnement corrompu, où les fonctionnaires et les autres agents suivent suivant les exemples prédateurs ou même les instructions de la classe politique qu'ils servent. Donc, quelques étapes pour combattre la corruption. Adopter une conduite responsable et combattre les dérivés, fraude scientifique. Exemple de fraude dans l'enseignement. Donc, utilisation totale ou partielle d'un texte. Maintenant, nous arrivons à adopter une conduite responsable et combattre les dérivés, fraude scientifique. Un acte de fraude scientifique est une action destinée à tromper dans le champ de la recherche scientifique pour gagner un avantage personnel, parfois au détermine des autres. Elle constitue une violation de la déontologie de la recherche et de l'éthique professionnelle en vigueur à l'intérieur de la communauté scientifique. L'expression fraude scientifique recouvre une grande diversité de comportements. On considère généralement qu'elle prend principalement trois formes. La falsification des données, notamment par
l'altération du résultat défavorable à une hypothèse, la fabrication de données et le plagiat. Exemple de fraude dans l'enseignement, donc l'utilisation totale ou partielle d'un texte d'autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication de référence à l'occasion d'un examen, d'un travail ou d'une activité faisant l'objet d'une évaluation. Le recours à toute aide non autorisée à l'occasion d'un examen pour la réalisation d'un travail. La sollicitation, l'offre ou l'échange d'informations pendant un examen. Conduite contre la fraude. Donc la lutte contre la fraude présente de nombreuses facettes qui vont de la prévention, détection et la sanction. Il y a donc toute une gamme d'activités et de responsabilités en cause qui ne relèvent pas toutes exclusivement du domaine de compétences de la Commission. Prévention, qualité de la documentation juridique et législation bien formulée ne prête pas le flanc à la fraude, règles et procédures simples et transparence et contrats bien formulés. Poursuite et sanctions, donc poursuite et sanctions, donc volonté et capacité des autorités judiciaires nationales d'engager des poursuites dans les cas des fraudes au détermine de l'Union européenne. Bonne coopération entre les autorités judiciaires des États membres. Cadre juridique adapté pour les poursuites engagées dans le cas des fraudes. Coordination réelle des procédures administratives, disciplinaires et judiciaires. Résolution rapide des litiges impliquant des fraudes dans le cours pénal des États membres. Donc nous arrivons à la fin de cette présentation. Je vous remercie infiniment.